Alors bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media, autant aux personnes qui sont sur le live comme les personnes qui verront la production sur YouTube. Si c'est la première fois que vous voyez mon contenu ou bien mon live, mon nom c'est Wildan Osorio et encore une fois je vous souhaite à tous et chacun la bienvenue. Donc comme je disais dans le live avant de commencer le contenu, j'ai changé l'angle de la caméra de live, ce qui d'après moi je vais plus me focuser dans un panorama ou dans un champ de regard, un champ de vision axé vers la caméra, puisque j'ai la caméra pour l'enregistrement. Mais maintenant, la caméra pour le live, elle est plus à côté de celle de YouTube. Alors, c'est on va dire un test, c'est un essai. Si ça ne fait aucune différence, ben, je vais remettre la caméra où est-ce qu'elle était, celle du live. Puis si ça fonctionne, ben, ça va rester comme ça. Alors, pour le contenu d'aujourd'hui, c'est en raison. En fait, pourquoi j'ai mis aucun franco dans le live, c'est parce que j'ai vu un article qui a attiré mon attention le week-end dernier. Et je vais le sortir, je vais le sortir tout de suite. Bon, donc, c'est du Journal de Montréal. Le titre est le suivant: Aucun francophone au match des étoiles, aberration et manque de respect. Donc, quand on descend pour aller dans les grandes lignes, il n'y a pas un seul joueur québécois, quand il y en aurait supposément une cinquantaine de joueurs québécois qui évoluent dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas un seul dans ce qui est le match des étoiles. Sortez-moi de l'erreur si je me trompe, mais le match des étoiles, c'est un moment spécial, on va dire comme ça, où est-ce que les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, LNH, Hockey, NHL, National Hockey League, donc, c'est un moment où est-ce que les meilleurs joueurs de la Ligue nationale sont tous là, ils jouent, ils font une partie. Est-ce qu'il y a un prix ou quoi que ce soit? Ça, par contre, je l'ignore. Mais le fait est qu'il n'y en a pas un seul dans ce match des étoiles. Euh, Quand on lit, en fait, il y a une partie, je cite: Pour ceux qui invoqueraient les règles de sélection, comment expliquer dans ce cas qu'une dizaine de joueurs russes prennent part à l'événement alors que leur présence est contestée mondialement dans des compétitions sportives en raison de la guerre que leur pays livre à l'Ukraine? Donc voici un petit extrait. Sinon, on peut descendre. Pardon. Sinon, on descend dans l'article. Qu'il n'ait pas réussi à sélectionner un seul joueur du Québec parmi la cinquantaine qui évolue dans la LNH est une insulte et un manque de respect pour les joueurs, les amateurs, les commanditaires et les partenaires québécois de leur circuit. Donc, comme je disais, effectivement, c'était une cinquantaine de joueurs qui sont dans la Ligue nationale de hockey et pas un seul n'a été sélectionné. Après, le chroniqueur Marc Defoy, il continue en disant: Renaud Lavoie doit se rabattre sur Jim Montgomery pour faire des entrevues en français pour TVA Sport. Euh, Si toutes les équipes doivent être représentées, ne serait-il pas de mise que le plus grand nombre de nationalités possibles le soit aussi? Et il continue en disant: Pour les objecteurs de conscience, oui, le Québec est distinct du reste du Canada. Déjà là, je tiens à mentionner que pour les personnes qui habitent le Canada, ils sont au courant que le Québec est une nation distincte. Ça a été reconnu comme nation distincte, etc., etc. Mais ça, les personnes qui habitent à l'extérieur du Canada ou qui connaissent le Canada pour son ouverture, l'immigration, etc., ils savent peu ou pas, et à la limite, il y en a qui s'en battent les couilles que le Québec soit distinct. Pour eux, le Canada, c'est un pays multiculturel, bilingue et tout le tralala. Même si dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas forcément un pays bilingue. Oui et non, jusqu'à un certain point. Donc, ce serait une insulte qu'il n'y ait pas de joueurs québécois, des joueurs francophones dans le match des étoiles. Est-ce que réellement c'est une insulte? Moi, à mon humble avis, je pense que ce n'est pas tant une insulte. Qu'est-ce qui pour moi est une insulte? Et là, je vais prendre mes notes parce que j'en ai noté quelques-uns. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est un manque de respect? C'est que, par exemple, l'imprimerie, un article du Journal de Québec, imprimerie, le journal vous dit merci. Donc, une imprimerie ou une zone à Vanier, qui est la ville de Québec,
qui imprimait le Journal de Québec depuis 1972, va fermer ses portes. Je vais citer. Une page de l'histoire s'est tournée hier soir, ça c'était en date du 4 février, hier soir au Journal de Québec, alors que nos presses de l'avenue Béchard dans le secteur Vanier ont imprimé votre quotidien pour une dernière fois. À compter de l'édition de lundi, l'impression du journal, qui sera désormais tout en couleur, sera réalisée à Mirabel, dans une imprimerie plus moderne. Donc, qu'est-ce qui est une insulte pour moi? C'est que, au nom d'une certaine modernité, que c'est bien qu'il y ait de la modernité, mais que un journal qui est local, OK, Québécois Média, c'est provincial, mais le journal de Québec, on s'entend que c'est pour Québec et les environs, ben là, ce sera transféré à Mirabel. Pour ceux qui ne savent pas, Mirabel, c'est dans les alentours de Montréal. Mirabel, j'ai fait une petite recherche rapide et c'est presque à 3 heures de Québec. Donc pour moi, c'est une insulte que pas cette main-d'œuvre, mais cet emploi va être transféré, qui va être enlevé de la ville de Québec, de la région de Québec, pour être à Mirabel, dans une imprimerie qui sera plus moderne et puis voilà. Donc, hier soir, en compagnie du directeur de l'imprimerie, Emile Horner, de ses adjoints Gilles Gagné et Alexandre Jean, et de l'éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, Sébastien Ménard, des membres de l'équipe de l'imprimerie se sont réunis pour immortaliser ce moment entre deux presses qui étaient en fonction depuis la fin des années 80. Alors, ça pour moi, c'est une insulte. Qu'on enlève cet emploi, on enlève cette possibilité de revenu, d'emploi de main-d'œuvre pour la ville de Québec. Qu'est-ce qui est une autre insulte également? C'est l'annonce de la fermeture de Medicago avec l'arrêt de la construction de son usine de l'avenue Estimoville, débutée en 2018 pour 245 millions de dollars. Donc oui, ça c'est une autre construction, quelque chose, pas une construction, ouais, c'était une construction qui était en cours à Québec. Le secteur Estimoville, c'est un autre secteur de la ville de Québec, dans le coin du terminus Beauport pour ceux qui connaissent. Donc, je vais citer. Toujours un autre article du Journal de Québec. Des commerçants du secteur d'Estimoville se désolent de la fermeture de Medicago, eux qui comptaient sur la nouvelle usine de la biopharmaceutique pour amener une nouvelle clientèle dans le quartier dévitalisé depuis des années. Car oui, le secteur d'Estimoville, là où est-ce qu'il y a le centre Robert Giffard, le terminus Beauport, tout ce quartier, c'est un quartier qui est un peu à l'abandon. Ils ont tenté d'amener le gouvernement, Service Canada, si je me souviens bien, il se situe dans ce coin, ou se situait dans ce coin, car quand on descend dans l'article, tout semble indiquer que les bureaux du gouvernement se sont vidés en raison de la pandémie. Donc ce secteur, il manque de vie, il manque de quelque chose. Quand on va voir les photos des Galeries de la Canardière, qui est le centre commercial de ce coin, c'est vraiment triste ce que c'est devenu. C'est vraiment triste que ce centre commercial qui à une certaine époque attirait des gens, attirait de l'argent, attirait des commerces, ben là c'est à l'abandon. Et semblerait-il, selon ce même article, ça fait plus de 20 ans que c'est ainsi. Et les gens, les commerçants du secteur, ils attendaient ce Medicago, ils attendaient les fonctionnaires du gouvernement qui viennent revitaliser le secteur. Donc, comme plusieurs, l'annonce de la fermeture de Medicago avec l'arrêt de la construction de son usine de l'avenue Estimoville, enclenchée en 2018 pour 245 millions, le laisse pantois. Ça fait beaucoup de belles initiatives qui tombent à l'eau. On avait espoir de voir notre quartier reprendre vie un peu, souligne pour sa part le pharmacien propriétaire et directeur général du groupe Horizon Santé, Jérôme Lavoie. Donc, je le répète, c'est un secteur qui est à l'abandon, qui est délaissé pratiquement à soi-même. Je vais juste retrouver la partie qui parle justement du gouvernement. Ah voilà. Après les deux édifices fédéraux du secteur qui se sont vidés en raison de la pandémie et du télétravail, c'est une autre tuile qui tombe sur la tête des commerçants du secteur. Donc ça, c'est une autre chose que je trouve réellement insultant. C'est que justement, ce sont des projets qui pourraient faire grandir la ville de Québec, qui pourraient faire grandir, dans le cas plus précis, un secteur de Québec. Mais là, ça fait que ce secteur, encore une fois, il reste à l'abandon.
Troisième chose que je trouve qui est une insulte. Québec serait un territoire où des riches familles françaises cacheraient des milliards de dollars au fisc français. En faisant des recherches rapides, je ne vais pas trop m'attarder dans la chose. Depuis des années, il y a une situation avec Blue Bridge. Il y aurait une situation car des familles françaises, des familles riches françaises cacheraient de l'argent au Québec. Ils cacheraient leur fortune au Québec pour éviter, pour les cacher plutôt du fisc français. Là, l'article est réservé aux utilisateurs connectés. On va voir qu'est-ce que je suis capable de lire. Des héritiers de la famille du célèbre peintre Matisse, la famille du magnat du cinéma Jérôme Sédou, une branche de la richissime famille des services pétroliers Schlumberger, j'espère que je l'ai bien prononcé, Schlumberger, voici quelques-unes des grandes fortunes qui auraient reçu de l'aide de Québécois pour dissimuler chez nous des milliards de dollars au fisc français. Tu dis quoi, merde? Ok, gros résumé pour c'est quoi qui arrive ici. Donc, Top, 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 Top G Buzz. Donc, je suis en train de faire. Qu'est-ce que je, dans mon avis personnel, Wildan Osorio, qu'est-ce que je perçois qui est une insulte réellement pour le Québec? Beaucoup plus que le fait qu'il n'y ait pas ne serait-ce qu'un seul joueur francophone, un seul joueur québécois dans le match des étoiles. On dit que ça, c'est une insulte au Québec et blablabla. Ben, moi, je trouve que je vais les énumérer rapidement. La fermeture d'une imprimerie qui opère depuis 1972 dans le quartier de Vanier à Québec, ben, elle ferme pour être transférée à Mirabel. Donc, au nom de la modernité qui se situe à Mirabel, c'est-à-dire aux alentours de Montréal, de la main-d'œuvre locale de la ville de Québec pour le journal de Québec, pas le journal de Montréal, mais le journal de Québec, ben là, cet emploi sera transféré à Mirabel. Donc, ce sont des emplois qui seront fermés. OK, il y a des personnes qui partent à la retraite, oui, mais probablement il y aurait eu des personnes qui auraient pu prendre la relève. J'ose croire et j'ose espérer, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça, pour moi, c'est une insulte. Également, une autre insulte, c'est la fermeture de Medicago. Qui était en construction ou qui était en construction à Québec dans le quartier de Simoville. Donc là, un secteur qui est dévitalisé de la ville de Québec, une ville que j'ai habité pendant près de 20 ans. Ben là, ils abandonnent le projet. En plus des bureaux fédéraux de Service Canada ben, qui se sont vidés en raison de la pandémie, du télétravail, etc., etc. Donc le quartier, il reste encore une fois à l'abandon. Un quartier qui est dévitalisé depuis une vingtaine d'années. Déjà, moi, quand on s'est installé à Québec, dans mes souvenirs, le quartier d'Estimoville était déjà à l'abandon et c'est une situation qui n'a fait que se détériorer. Donc ça, pour moi, c'est une insulte. C'est ce que je juge qui est une insulte. Ce sont ce genre de trucs. L'autre que je mentionnais, des familles françaises qui auraient caché ou qui seraient en train de cacher de l'argent au fisc français au Québec. Ça, c'est également une insulte, surtout que notre gouvernement, le gouvernement de François Legault, du moins le gouvernement actuel, nous a parlé de ça, que des riches Québécois, ils cachent leur fortune dans des paradis fiscaux. Donc, comment est-ce possible que notre gouvernement s'indigne de ça, que des riches Québécois cachent leur argent dans des paradis fiscaux, mais on prend l'argent de riches Français qui font à peu près la même chose. Ils cachent l'argent au fisc français dans des banques ou dans des je ne sais trop quoi du Québec. Donc ça, pour moi, c'est une insulte. On nous dise une chose, mais qu'on fasse une autre. Et selon mes recherches rapides, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pas si médiatisé comme l'histoire du déclin du français ou d'autres nouvelles qui font plus la une que cette histoire. Je m'excuse, j'ai la gorge un peu sèche. Donc, ce genre de trucs, pour moi, sont plus insultants que le fait qu'il n'y ait pas un seul Québécois dans le match des étoiles. L'autre chose que je trouve insultant, c'est que Hydro-Québec nous demande de faire des sacrifices. Nous demande de faire dans des périodes comme le grand froid qu'on a eu vendredi et samedi.
Froid glacial, restez couché pour votre repos personnel et celui du réseau électrique, suggère Hydro-Québec. Je regardais, parce que ça m'arrive de regarder les commentaires. Il y en a un qui commentait, il disait les mêmes personnes qui disaient pour sauvons le système de santé, maintenant ils nous disent sauvons Hydro-Québec. Et je comprends un peu le raisonnement. C'est comment le Hydro-Québec, on paye pour le service, on n'a pas de possibilité d'aller voir un concurrent et malgré cela, on nous demande de faire des sacrifices. Là, je m'aperçois que j'avais oublié de vous mentionner les pages Mama Juana Media, donc je viens de mettre un emoji dans la section des commentaires du live. Abonnez-vous au compte TikTok Mama Juana Media. Le but est d'atteindre les 1000 abonnés dans ce compte pour pouvoir y faire dans le futur les lives. Présentement, je les fais via le compte TikTok Will Daniel Osorio. Dans le futur, ce serait de les faire sur le compte Mama Juana Media. Également, je vous invite à vous abonner aux différents réseaux sociaux. Ils sont tous dans le lien dans notre bio de Will Daniel Osorio, du compte TikTok de Mama Juana Media, même sur Instagram, le compte TikTok Mama Juana Media, comme le nom est indiqué. Tout est dans la bio. Vous avez juste à vous abonner. Vous abonner également à la chaîne YouTube de Mama Juana Media pour qu'on puisse grandir de tous les bords, de tous les côtés. Alors, pour revenir à la situation avec Hydro-Québec, je vais vous citer une partie. Si les gens peuvent faire la grasse matinée, samedi matin, ça va faire du bien à tout le monde, pour votre repos personnel et celui du réseau électrique. Toute la province a goûté à des températures ressenties autour de moins 40 ou moins vendredi, avec des rafales frôlant 50 km/h, etc., etc. Je vais juste retrouver où est-ce qu'on nous demande de faire... Ah, voilà. Donc, Hydro-Québec souligne que de réduire d'un demi-degré le chauffage dans une pièce non utilisée peut faire une différence. On suggère notamment aux Québécois d'attendre à cet après-midi pour partir une brassée de laveuse ou prendre une longue douche chaude, par exemple. OK, je vais tenter d'être juste et rationnel. Une brassée en après-midi, ça, je peux le comprendre. Je peux comprendre le raisonnement. Pourquoi? Parce que oui, il y a une demande plus forte en électricité à cause du froid et tout. Mais il y a des commerces qui sont ouverts d'une certaine heure, je ne sais pas, je donne un exemple, de 9 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. Donc, dans cette optique, de faire une brassée en après-midi, si c'est possible. Donc ça, je peux le comprendre. La grasse matinée, ben, ça relève de chaque personne. Il y en a qui peuvent se le permettre. Il y en a qui peuvent se le permettre de faire une grasse matinée. Moi, dans mon cas, même si je ne travaille pas, je ne suis pas capable de... Moi, au plus tard, 9 heures du matin, je suis déjà réveillé. Alors, la grasse matinée, dans mon cas, c'est mort. Mais d'un autre côté, je travaille les samedis. Alors, dans mon cas, la grasse matinée également, c'est mort. Mais là, par exemple, prendre une douche chaude, d'attendre pour la longue douche chaude. Je répète, moi, je travaille dehors. Et j'ai travaillé dehors le vendredi et le samedi, où est-ce qu'il faisait des températures de moins 30 et moins 40. Oui, je rentrais dans une zone chaude pour me réchauffer parce que oui, il venait un moment que j'avais froid. Mais sinon, je devais être dans le froid. Alors, croyez-vous que j'allais attendre en après-midi pour prendre une douche chaude? Hell non! J'ai pris une longue douche chaude parce que j'étais gelé. J'ai dû travailler dehors. Et pour revenir, pourquoi je trouve que c'est une insulte? En fait, qu'Hydro-Québec nous demande de faire des concessions et des sacrifices, parce que comme je l'ai dit plus d'une fois, Hydro-Québec, c'est un monopole. On ne peut pas choisir, si on n'est pas content du service d'Hydro-Québec, à aller ailleurs. Ah, petite précision également, ce n'est pas la faute des employés, des personnes qui travaillent pour Hydro-Québec. Ce n'est pas la faute de peut-être les personnes qui travaillent dehors. Ce n'est pas la faute de ces gens-là qui sont un peu le commun des mortels, comme vous et moi. Le problème, c'est, à mon humble avis, les personnes qui sont plus haut, c'est-à-dire les cadres. Les responsables, ceux qui ont des bonus de plusieurs milliers de dollars, voire millions dans certains cas, ce sont eux les responsables. C'est pas à nous de faire des compromis. Moi qui ai travaillé j'ai été de près dans la gestion d'entreprise, je n'ai jamais vu
Je n'ai jamais entendu parler d'une compagnie d'aménagement paysager, par exemple, qui va demander au client, ah ben, je vais te demander de travailler avec moi à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Jamais de la vie. Le client, il va dire, tu te démerdes. Moi, je paye pour mon service, tu vas me donner ce service ou comment tu vas t'y prendre, ça, c'est pas mon problème. Moi, je paye pour le service et je veux l'avoir. Et c'est normal en soi. Alors, je ne vois pas ou je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Québécois et Québécoises ne sont pas capables d'avoir ce point sur la table ou ce pied ferme de dire à Hydro-Québec, non, c'est pas à nous de faire des concessions, c'est à toi de te débrouiller, de faire en sorte de nous donner le meilleur des services puisque tu ne nous donnes pas le choix d'aller voir ailleurs. Donne-nous quelque chose de bien, donne-nous quelque chose de potable. C'est à toi de veiller à ça. Ce serait un scandale. Ou que vous alliez au resto, vous commandez de la bouffe et le cuisinier vous demande de vous lever de la table et de l'aider à cuisiner. C'est pas logique, non? Ben, c'est la même chose avec les concessions par rapport à Hydro-Québec. C'est à eux de veiller à ce que dans ce type de situation, il n'y ait pas de problème. Oui, il peut en avoir, mais de les minimiser sans demander des compromis aux Québécois qui n'en font déjà assez. On en fait déjà assez. Et il y en a qui vont dire, ah, t'es qui toi, quelles sont tes compétences, quelles sont tes connaissances et tout. Comme dans une vidéo que j'avais partagée des 6 camions et du trailer. Ah, quelles sont tes compétences? Pardon, peut-être que j'ai pas un diplôme ou j'ai pas quelque chose pour travailler à Hydro-Québec. Peut-être que non. Mais une chose est certaine, c'est que moi, j'aurais été assez brillant pour ne pas engager la personne qui ne parlait ni français ni anglais. Et s'il le parlait, c'était à peine et qui a eu un poste à Hydro-Québec. Car ça, probablement plusieurs gens ne le savent pas, qu'il y a eu une personne, je ne vais pas révéler la nationalité, ça vous pouvez le chercher par vous-même, il y a eu une personne qui a été engagée à Hydro-Québec, une personne qui parlait peu ou pas le français et l'anglais, quand le français est une langue requise pour pouvoir travailler à Hydro-Québec, une société d'État, une société, un monopole du Québec. Tu es obligé de parler français si tu veux y travailler. Comment il a fait pour décrocher l'emploi? Et en plus, il aurait envoyé de l'information à son pays d'origine. Donc, il a été accusé d'espionnage. La police a dû s'en mêler. Alors, peut-être que je n'ai pas les compétences pour travailler comme électricien ou quoi que ce soit à Hydro-Québec, mais au moins j'aurais été assez intelligent pour ne pas donner de l'emploi à cette personne qui parlait peu ou pas les langues officielles du Canada. Et qu'en plus, il a été accusé d'espionnage. Donc, ça, après, un autre insulte pour moi, un autre insulte. Un milliardaire québécois aurait payé pour coucher avec des mineurs. Oui, un milliardaire québécois, je répète, aurait payé pour coucher avec des mineurs, pour avoir des relations avec des mineurs. Donc, juste descendre un peu dans l'article. Robert G. Miller, le discret fondateur de Future Electronics, aurait ainsi payé des adolescentes pour leurs faveurs sexuelles entre 1994 et 2006, en plus de les encourager à recruter de leurs camarades de classe pour faire de même. Et ça là, c'est rien. Attendez, là. Il y en a plus. Donc, il aimait les filles les plus jeunes possibles, confie l'une des 10 présumées victimes rencontrées par les journalistes de l'émission Enquête. 6 d'entre elles étaient mineures lors des faits et toutes ont requis l'anonymat. OK? Là, la rencontre avait lieu dans un grand hôtel montréalais ou encore dans une luxueuse maison de Westmount. Les jeunes femmes, prenaient un verre en sa compagnie, étaient couvertes de cadeaux et devaient se laver, décrit le reportage. Les relations sexuelles suivaient, après quoi on leur remettait une enveloppe contenant entre 1500 et 4000 dollars. Donc Robert G. Miller aurait fait tout cela en fait. Et l'autre chose, ah oui, voilà, c'est ce que je cherchais. En général, les filles lui étaient présentées soit par un entremetteur, soit par une jeune fille qui avait recruté l'une de ses connaissances. Donc, c'est ça, soit par un entremetteur ou soit par une jeune fille qui avait recruté l'une de ses connaissances, allègue l'émission. Donc ça, et le pire dans tout ça,
c'est que la personne s'en est tirée, je vais vous dire ça en quelle année, en 2010, sans aucune accusation. Donc je cite, euh, mais l'enquête fermée en 2010 n'a mené à aucune accusation. Ça, c'est grave. L'avocat du milliardaire, aujourd'hui âgé de 79 ans, a refusé dans une lettre à Radio-Canada toute entrevue sous prétexte que son client est atteint de Parkinson avancé. On mentionne qu'il est impuissant depuis plus de 20 ans. Donc, je répète, ça pour moi, c'est une insulte. C'est qu'un milliardaire québécois, il aurait fait cela. Il s'en est tiré sans accusation. Il s'en serait tiré sans accusation, probablement parce qu'il est milliardaire. Et d'un autre côté, voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est que, d'un autre côté, un ex-coach agresseur écope de 8 ans de prison. Donc, d'un côté, une personne milliardaire s'en est tiré sans aucune accusation parce qu'il est atteint aussi en plus d'un Parkinson avancé, puis il est impuissant et blablabla. Mais d'un autre côté, un ex-coach agresseur écope de 8 ans de prison. Et d'après moi, ce gars-là, il a peu ou pas d'argent pour se payer un avocat. Peut-être que oui, peut-être que non, ça, je ne sais pas. Donc, je vais descendre dans l'article. Un ex-entraîneur de hockey coupable de sévices sexuels a pris vendredi le chemin du pénitencier pour les 8 prochaines années, au grand soulagement de ses victimes. Selon l'article, les victimes, elles étaient 2. Probablement, il y en avait eu plus. Peut-être que non. Ça, on ne le sait pas. Je vais descendre. L'homme de 62 ans s'est présenté devant le tribunal, blablabla. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Donc, le gars, il était impliqué. L'ex-coach, il était impliqué. Brunet, est-ce que j'avais dit son nom? Si je n'ai pas dit son nom, je vais le dire. Je vais le retrouver. Waouh. Attendez. J'ai perdu ce... L'homme de 100... Mais est-ce que je l'ai perdu de vue? Un ex-coach, l'homme de 62 ans. Ah, voilà. Normand Brunet. C'est ça son nom. Normand Brunet. C'est ça que je cherchais. Le nom de la personne qui va purger 8 ans de prison. Donc, Normand Brunet, lui, il était bien connu à Longueuil, ou il est bien connu à Longueuil, lui qui était auparavant impliqué comme bénévole et entraîneur dans le milieu du hockey mineur. Il a notamment occupé les postes de président de l'équipe junior 3A du Collège français, ainsi que celui d'entraîneur adjoint du calibre Midget Espoir. En janvier dernier, il a été déclaré coupable de voies de fait avec lésion, d'agression sexuelle et de harcèlement sur Madame Lamotte entre 1999 et 2006. Le harcèlement s'est par la suite poursuivi jusqu'en juin 2017. Alors, cette personne va purger 8 ans de prison. Qu'est-ce qui est insulte? En fait, l'insulte dans ça, c'est le fait que la justice, elle a permis de favoriser un milliardaire, mais d'un autre côté, elle y va de tout son poids pour un Normand Brunet qui probablement a peu ou pas d'argent. Quelqu'un qui était impliqué, qui était bénévole et tout. Donc, probablement, il avait peu ou pas de moyens de se payer un bon avocat pour s'en tirer peut-être pas avec 8 ans de prison, mais peut-être avec la prison, mais peut-être 4 ans, 2 ans, comme certaines personnes, parce que ça, c'est une autre histoire. On le sait qu'il y a un secteur de notre population, des criminels, qui eux s'en tirent avec des sentences bonbons. Plus précisément, les pédophiles. Eux, ils peuvent avoir du 2 ans, 3 ans, ou peut-être même 6 ans. Avec bon comportement, ils font si je ne me trompe pas, c'est le tiers de la sentence, ou la moitié de la sentence. Mais peu importe, s'ils ont du bon comportement, ils peuvent sortir avant la fin de leur sentence. Donc ça, c'est le fait que la justice, elle est à 2 vitesses. Elle n'est pas pareille pour tout le monde. C'est ça, en fait, qui est une insulte aux Québécois et aux Québécoises. Permettez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Bon. Ça, ici, c'est tombé. Voilà. Un autre insulte. Là, j'en ai nommé combien? 4, 5? 4 choses qui sont insultantes. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième chose que je trouve insultante, c'est que le gouvernement québécois,
Et ça, je ne l'ai pas noté parce que je le sais très bien, je le sais dans ma tête. Le gouvernement québécois nous met comme dans la tête ou veut nous mettre dans la tête qu'il y a un grand problème, le problème de la langue française, le déclin du français, qui est un problème pour le Québec. Pour moi, le vrai problème, c'est plus, il y a plus un problème d'économie, du pouvoir d'achat des personnes. Ça, pour moi, c'est un véritable problème, pas la langue française. Je ne veux pas dire avec ça que le français, le déclin du français doit être minimisé, doit être banalisé aucunement. C'est un problème qu'il faut prendre quand même au sérieux. Mais je crois qu'avant de résoudre le problème du français ou de donner autant d'importance à ce problème, consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent à cet enjeu, à cette bataille, on devrait plutôt se lancer sur une bataille de redonner du pouvoir d'achat aux Québécois et Québécoises. Car à la fin de la journée, ce sont ces Québécois et Québécoises qui payent le salaire du gouvernement, qui payent à Hydro-Québec le monopole qui nous demande de faire des sacrifices. Donc, c'est redonner, de donner une liberté, une plus grande liberté aux Québécois, réduire leurs taxes ou alléger les taxes, parce que c'est pas non plus de ne pas payer de taxes, il faut en payer, il faut payer des impôts, mais d'alléger ce fardeau, alléger cette charge qu'on a comme Québécois et Québécoises. Puis, dans mon cas, je peux dire Dieu merci, j'ai réussi à améliorer mon sort. Je, je, je parle peut-être pas tant pour moi, d'une certaine façon, mais moi qui ai vécu cette situation, qui est passé par là, par des salaires de misère, par une situation économique difficile, je sais ce que c'est, je peux comprendre ce que c'est et je peux comprendre les personnes qui passent par cette situation en ce moment, où est-ce que tout est rendu cher, l'épicerie est chère, tout est cher aujourd'hui, l'essence. Donc, je parle pour eux en connaissance de cause parce que moi, je l'ai vécu, parce que moi, j'ai passé par là. Dieu merci, je répète, j'ai réussi à améliorer un peu mon sort, je vis relativement mieux et peut-être que je m'en tire mieux que bien des gens, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler au nom des personnes qui sont plus vulnérables. Je parle au nom de ces personnes-là qui auraient besoin d'un allègement de leur charge fiscale. Donc, ça, ce serait un plus gros problème à mon humble avis, quelque chose, un effort dans lequel le gouvernement devrait se concentrer davantage. Et il nous présente le problème des immigrants, que l'intégration, le manque de rigueur dans l'intégration des immigrants, de la francisation et tout ça, quand le problème est beaucoup plus complexe que cela. Et c'est pas un problème que je crois que François Legault sera capable de régler pour des raisons culturelles et historiques. Quand on va voir les masses d'immigration tout au long de l'histoire, ils ont eu sensiblement les mêmes comportements. Les immigrants dans l'actualité, je ne suis pas en train de dire que leur comportement soit forcément bon, peut-être de se rassembler entre eux, la difficulté de l'intégration, la difficulté de l'apprentissage du français. Je ne suis pas en train de le justifier, je ne suis pas en train de dire que c'est correct. Mais c'est un comportement que quand on va voir dans l'histoire, ça s'est perpétré. Les propres ancêtres des Québécois, quand ils se sont installés aux États-Unis, qu'il y a eu une situation, ça m'échappe là, c'est dans les années 1800 je crois, il y a eu des Canadiens français. À l'époque, c'était connu comme des Canadiens français. Ils se sont installés dans l'État de New York, dans l'État du Vermont, pour travailler dans l'industrie du bois et dans l'usine. Ben, eux aussi se réunissaient entre eux et ils faisaient ce qu'ils appelaient des Little Canadas, Petit Canada, où est-ce que tous les services étaient en français. La poste, l'éducation, l'église, tout ce qui se passait dans les Little Canadas était en français. Alors, c'est un comportement qu'en ce moment, François Legault est en train de voir, il est en train de le vivre, mais qu'à une autre époque, ça a été fait également par les Canadiens français et ça a créé des problèmes avec les communautés, avec les anglophones de l'époque, dans les années 1800, dans l'État de New York, dans l'État du Vermont. Et ça, je vais voir si je retrouve le lien. C'est dans la page de la Nouvelle-Angleterre. Où est-ce qu'ils en parlent de ça? Ils parlent des conflits qu'il y avait eu avec les Irlandais, si je ne me trompe pas. Les filles du roi. Les filles du roi, ça c'est quelque chose d'encore plus ancien. Ça remonte à l'époque coloniale. Ça remonte à l'époque des colonies. Là, on parle des années 1800. Donc 200 ans à peu près avant l'histoire des petits Canada, des Little Canadas. Alors, j'avais une autre idée. Ah oui!
Voilà. L'idée, ce que je vais mentionner, peut-être les gens vont trouver ça un peu bizarre, un peu coloré, mais la fameuse histoire de Sparte. Probablement vous vous souvenez, les 300 guerriers Sparte, si jamais vous avez vu le film, vous saurez de quoi je parle. Mais le royaume de Sparte, on dit qu'ils étaient des courageux, des soldats, que tout le monde craignait et tout ça, mais ils ont eu un problème de reproduction parce qu'ils ne se reproduisaient pas assez à l'époque. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette société qui était élitiste, qui ne se mélangeait pas avec les autres Grecs ou avec les autres royaumes, cités, États des alentours, mais ils ont commencé à accepter les Athéniens, à accepter les autres personnes, les Macédoniens et name it. Mais ces personnes qui arrivaient d'Athènes, de Macédoine ou des autres endroits du monde connu de l'époque, eux, ils n'allaient pas nécessairement pour devenir des Spartes. Eux, ils arrivaient probablement dans le but. Que lo que es mío, le roi des épices, dame la luz. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás pasando la semana, manín? Dímelo todo. Donc, eux, ils n'arrivaient peut-être pas avec l'optique de devenir des Spartes dans la mentalité, dans la culture. Eux, ils voulaient s'installer dans un endroit où est-ce qu'il y avait des opportunités, puis ils sont allés de l'avant. Donc, ça a fait en sorte que l'identité Sparte, elle est allée en diminution. Un peu comme ce qu'il se passe en ce moment au Québec. Donc, on ne doit pas. Quand on connaît un peu d'histoire, quand on connaît ce qui s'est passé il y a 400, 500, 1000, 1500, 2000 ans dans le passé, on peut voir que ces comportements ne sont pas du nouveau. Ça arrivait dans le passé, c'est juste que nous, on est en train de le vivre, on le voit dans l'actualité. Et il ne faut pas s'en surprendre, du moins quand on connaît l'histoire. Manso. Como tiene que ser. Gerandi 29, no sé si tú hablas español o si tu parles français. Gracias por los me gusta. Merci pour les likes de tout cœur, vraiment. Gros bisous à toi. Un beso para ti. Alors, pour revenir à l'histoire des immigrants, le problème ou un des problèmes que j'ai mentionné et que je ne vais pas me lasser de mentionner, un des problèmes ou qui pourrait, une solution, pardon, pour régler le problème en partie du déclin du français, ce serait que la population locale québécoise se reproduise davantage. Parce qu'il y a un taux de dénatalité. Il y a un taux. S'il y a une immigration aussi forte ou du moins aussi influente au Québec, c'est parce que la population locale, elle est en train de perdre de la force. C'est plus le nerf de la guerre. Si les Québécois et Québécoises se reproduisaient, si dans un certain cas, ça va peut-être sonner égoïste ou méchant ou peu importe, s'il y en a qui arrêtaient peut-être de faire des voyages ou qui décidaient de se permettre moins de luxe pour avoir des enfants, ceux qui veulent le faire, ben là, ça réglerait une partie du problème. Ça ne le réglerait pas complètement, mais déjà là, ce serait une première solution que la population locale, la population qui est vieillissante, faut pas l'oublier, la population locale québécoise vieillissante se reproduise, ça aiderait. J'avais une idée, j'avais quelque chose en tête. Ah oui, l'identité, toujours dans l'optique de l'identité québécoise, le déclin du français, qui fait partie de ce que je trouve insultant pour le Québec, c'est que le Québec ou l'identité québécoise, ce n'est pas juste le français. Quand on va voir l'histoire du Québec, le Québec, c'est beaucoup plus que le français. Ceux qui ont développé le Québec, ceux qui ont contribué à l'évolution du Québec, il y a eu des Irlandais, des Écossais, des Britanniques, des Juifs, des Italiens, et j'en passe. Et j'en passe. Ouais, j'en passe. Donc, eux aussi, ils font partie de l'héritage québécois. Quand on va voir certains noms de famille, McDonald ou McCain ou McGill, peu importe, des personnes qui parlent le français comme un Québécois, qui le parlent comme ça, tout et chose, mais que leur nom de famille c'est McCune, McDown ou peu importe, ben c'est un héritage irlandais ou écossais, britannique ou peu importe. Il est là. J'ai connu des Italiens à Québec qui ne parlaient pas, leur nom de famille était italien, mais eux, ils ne parlaient pas un seul mot d'italien. C'était leur grand-père ou leur arrière-grand-père qui était italien, puis eux, ils ont juste hérité le nom de famille. Donc, l'identité québécoise ne s'arrête pas juste au français. Il y a l'anglais aussi, n'en déplaise à certains.
Même les Autochtones font partie de l'héritage québécois. Et ça, c'est dommage que ce soit si négligé, qu'on n'en donne pas de l'importance ou on n'en donne pas assez l'importance des Autochtones qui font également partie de l'identité québécoise. Donc ça, c'est pour ce qui est de la langue française. En fait, qu'on nous mette ça comme un grand enjeu versus le pouvoir d'achat qui, d'après moi, serait beaucoup plus important. Que ces personnes puissent vivre mieux, avoir des meilleures conditions pour eux et pour leurs êtres chers. Et finalement, la dernière chose que je trouve insultant au Québec, plus que le fait qu'il n'y a pas ne serait-ce qu'un seul joueur québécois dans la Ligue des Étoiles ou dans le match des Étoiles, c'est le fait qu'on passe pour des perdants au Québec. Ça, c'est quelque chose que je trouve réellement insultant. C'est qu'on passe à côté de grandes opportunités d'être des gagnants. Car oui, au Québec, on a tout ce qu'il faut pour être des gagnants. On a des ressources naturelles, on a de l'eau potable, on a du bois, on a des minéraux, l'agriculture, l'espace. On a plein de choses au Québec qui pourraient nous permettre d'être une puissance. Des combustibles fossiles, semble-t-il qu'il y aurait du pétrole en Anticosti, semble-t-il qu'il y aurait du gaz naturel. On a plein de ressources qui nous permettraient d'être grands, d'être riches, d'être peut-être égal à l'Alberta ou même plus riche que l'Alberta. Je l'ai dit en plus d'une occasion. Mais on ne l'est pas. On passe toujours pour des losers. On passe toujours pour moins que ce qu'on pourrait être. On pourrait être des gagnants. Mais non, on dit, le français, le déclin du français. Non, oui, c'est important. Oui, il faut pas perdre l'identité pour ceux qui y tiennent. Mais ce qui serait plus important pour le Québec, c'est qu'on soit des gagnants. Ah, si t'es pas content, Will, ben, tu sais ce que t'as à faire. T'as rien qu'à retourner vivre, dans ton pays, retourner en République dominicaine. Bitch, je suis né au Canada. Je suis né au Québec. Plus précisément, je suis né à Montréal. Donc, si je vais retourner à quelque part, où est-ce que je vais retourner? Je retournerai ici, quand je suis déjà ici? Non. Par contre, je l'ai dit et je le répète, moi, j'aurais pas peur d'aller en République dominicaine. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que la plupart, ils pensent que la République dominicaine, c'est une république des bananes, c'est une des économies qui avance le plus dans l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est une des économies les plus florissantes, la République dominicaine. Ça se construit. Il y a des maisons qui se construisent. Il y a de l'économie, du tourisme. Le Salvador, ben, c'est un pays qui était dans la misère, qui avait de la délinquance et personne ne voulait y aller. Tout le monde avait peur d'y aller et tout. Mais là, avec l'actuel président, Nayib Bukele, c'est en train de s'arranger. Là, les gangs doivent se tenir plus droit. Ils ne peuvent pas se permettre de faire les mêmes conneries qu'ils faisaient dans le passé. Moi, j'ai ma nationalité salvadorienne. Pour ceux qui ne le savent pas, elle a été faite à ma naissance. Alors, si je veux, moi, je fais mes valises et je peux aller au Salvador. J'ai de la famille là-bas. Je peux m'arranger pour vivre, travailler au Salvador. Je suis trilingue. Je parle espagnol, anglais, français. Je me débrouille un peu en créole. Donc, moi, j'aurais pas de problème pour vivre et travailler au Salvador. Même chose pour la République dominicaine. Demain matin, je fais mes valises et je m'en vais vivre en République dominicaine. J'ai de la famille là-bas. Je peux m'arranger pour avoir un travail qui sera même, pour le coût de la vie de là-bas, plus valorisant, qui pourrait être plus valorisant pour moi en République dominicaine que ce que je travaille ici. Que mes langues, mes 3 langues et demie, on va dire ça comme ça, ne sont pas si valorisées que ça. Mais là-bas, dans l'industrie du tourisme, je pourrais travailler, je pourrais vivre, je pourrais être mieux. Et ma copine, elle pourrait me suivre parce qu'elle a reçu une éducation, elle a une formation avec laquelle elle peut travailler à l'étranger. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Moi, je pourrais le faire. Moi, je dégage et basta. Mais non. Je suis ici, je vis ici, je travaille, je paye des impôts. Et moi, ce que je souhaite ou ce que je voudrais, c'est qu'au Québec, on puisse être des gagnants. Demain matin, après, je m'en vais et c'est fini. Mais pour les personnes qui sont ici, qu'on puisse être une province de gagnants. Pas juste se dire « Oh, on est une nation distincte parce qu'on parle le français. »
Ça, c'est pas oui, c'est important, mais ce serait bien qu'on soit une nation distincte parce qu'on apporte quelque chose à l'économie. On est riche, on n'a pas besoin de quêter de l'argent, on n'a pas besoin de quêter de la péréquation. On est capable de donner de l'argent aux autres, on est riche. On n'est pas, qu'on puisse dire on est plus riche que l'Alberta. Qu'il n'y a pas un seul joueur, il y a même pas un joueur de hockey francophone dans la NHL. Ben, c'est pas grave, on va créer notre propre ligue de hockey. On va la créer, puis on va faire que ce soit aussi grand que la NHL, sinon plus grand. Ce serait ça, en fait, la vision, qu'on puisse être des gagnants. Parce que, au cas où que les gens ne le savent pas ou ils ne le réalisent pas, le hockey n'est même pas le sport le plus important aux États-Unis. C'est même pas le sport le mieux payé aux États-Unis. Je ne sais pas, mais peut-être que c'est même un des moins bien payés dans ce qui est les grandes ligues. Parce que quand on voit les contrats des joueurs de baseball, des joueurs de basketball, des joueurs de soccer, c'est en plusieurs millions là. Tu sais, pour les joueurs de baseball, du 100 millions de dollars US. Tu sais, versus Carey Price, que je crois, c'est combien? C'est quoi? C'est 10 millions de dollars, je crois? Donc, c'est même pas un sport qui est bien payé aux États-Unis, ou du moins versus les autres grands sports. Donc, qu'on puisse faire notre propre quelque chose au Québec qui nous démarque, qui fasse en sorte que le Québec soit réellement une nation distincte, pas à cause du français, ou pas juste à cause du français, mais parce qu'on est des gagnants. C'est ça ce qu'on devrait avoir comme vision au Québec. Pas une vision de oh ben on est comme ça puis si t'es pas content ben va-t'en vivre ailleurs. Non, on est mieux que ça. On vaut mieux que ça. On vaut plus que ça. C'est juste qu'il faudrait que les gens se le rendent dans la tête. Qu'ils se le rendent d'une bonne fois et pour toutes dans la tête. Au Québec, on peut être des gagnants. On a des ressources. Il y a des pays qui ont moins de ressources naturelles que nous et qui s'en tirent mieux que nous économiquement. C'est connu. Le Japon est un pays, OK, il y a un problème de dénatalité. La population est en train oh mon Dieu, j'ai perdu mon terme. La population est en train de diminuer. Fais-moi jolo, guette-maman, mon cher. Ceci dit, le Japon est en train de perdre en population, mais ça n'enlève pas en sorte que c'est connu de tous et de chacun le fait que le Japon est une puissance sans avoir de ressources naturelles ou à peu près pas de ressources naturelles. Comment on explique ça? Un pays qui a peu ou pas de ressources naturelles et qui est puissant. Donc nous, on serait capable d'en atteindre plus. Nous qui avons les ressources, nous qui avons tout ce qu'il faut pour être grand au sein du Canada et être réellement une nation distincte. Donc, ce sont les choses qui, d'après moi, sont plus insultantes que le fait qu'il n'y ait pas un seul joueur au moins dans le match des étoiles. Mon nom, c'est Wildan Osorio. Je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux, comme je l'ai dit auparavant. Je vais remettre un petit emoji dans les commentaires. Est-ce que ça s'est publié? Non, ça s'est pas mis. Allez, voilà. Donc, je vous invite à vous abonner au compte TikTok de Mama Juana Media. Également le compte Instagram Mama Juana Media. Mais de toute façon, tous les réseaux sociaux sont dans le lien qui est dans la bio, autant du compte TikTok Wildan Osorio via lequel je suis en train de faire le live, comme dans le compte TikTok de Mama Juana Media. Abonnez-vous aux différents comptes sur TikTok, sur Instagram, la chaîne YouTube Mama Juana Media. Je vous demande pour qu'on puisse grandir et éventuellement, comme je l'ai dit depuis presque le début, je veux pouvoir faire les lives via le compte TikTok de Mama Juana Media, que tous les likes, toutes les visualisations, les dons, parce que oui, il y a des gens qui ont fait des dons au projet, ben, que tout ça puisse aller directement dans la page, que ce soit tout ce qui est relatif à Mama Juana Media se trouve là. Donc, merci à vous tous d'avoir été là présents et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.